Or, certains professionnels de santé naturelle se lancent avec passion et finissent parfois découragés ou perdus un petit peu en route, et d'autres réussissent à construire une activité qui est plus durable, plus épanouissante, plus peut-être alignée. Qu'est-ce qui fait finalement la différence entre les deux? C'est un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde avec Aude, que j'ai le plaisir d'accueillir. Donc Aude Verret, bienvenue. Merci, bonjour Cécile. Bonjour Aude, tu es directrice du Sénato, donc du Collège européen de naturopathie traditionnelle holistique, mais tu fais pas que de la naturopathie, enfin en tout cas vous n'enseignez pas que ça dans l'école. Est-ce que tu veux bien présenter ce que tu fais? Ouais, le Sénato, c'est une école qui existe depuis plus de 35 ans maintenant et qui forme assez largement au métier du bien-être. Alors c'est vrai que le Sénato, comme son nom l'indique d'ailleurs, est très connu pour sa formation en naturopathie, mais on forme aussi des sophrologues depuis plus de 30 ans. Ouais. Et puis, on a aussi une formation de conseiller en nutrition pour devenir vraiment expert dans le domaine de la nutrition. Ok. Et puis après, on a un catalogue très très large de parcours plus courts, voire de modules de formation continue qui vont former en massage bien-être, en drainage lymphatique, en psychonutrition ou sur des spécialités pour les sophrologues ou les naturopathes essentiellement. C'est une palette vaste pour les gens aussi qui veulent complémenter leur activité aujourd'hui. C'est ça, Est-ce qu'il y a d'ailleurs des médecins ou des gens qui ont on va dire des professions de plus santé. réglementées de santé qui rejoignent des formations complémentaires au Sénato? Oui, alors il y en a pas mal. Alors des médecins, il y en a, c'est pas ce qu'il y a de plus, mais en D'accord. revanche, des pharmaciens et des infirmières, Hmm. ça il y en a vraiment beaucoup. Il y en a dans toutes nos promos. Et il y a deux types de profils. Il y a ceux qui souhaitent vraiment se reconvertir. Ouais. Voilà, parce qu'ils sont allés au bout du système de soins actuel et qui veulent vraiment retrouver du temps Hmm. pour soigner, pour écouter leurs patients, en fait. Et puis, il y en a d'autres qui veulent apporter une compétence supplémentaire dans leur pratique. Donc, ils Ok. restent pharmaciens ou infirmières, ou voilà, mais avec cette compétence en plus, en sophrologie, en nutrition, en naturopathie, ou sur des modules plus courts. Et toi, tu es aussi un membre fondateur de l'AFNA, c'est ça? Donc en plus, tu as cette double casquette qui est Tu peux nous expliquer ce que c'est exactement Oui, la FNAT, c'est l'Alliance française pour la formation professionnelle en naturopathie. C'est une fédération d'écoles qui a quelques années et donc qu'on a créée avec des écoles historiques du paysage français Hmm. pour pouvoir être vraiment très actif sur la réglementation du métier et sur les critères de formation. Ouais. Puisque, comme tu l'as souligné, nous, on forme à des métiers qui ne sont pas réglementés. Et à ce titre-là, il faut être particulièrement exigeant sur la formation parce qu'on trouve de tout, malheureusement, sur le marché Ouais, aujourd'hui. c'est vrai que les gens on y reviendra peut-être après, mais c'est pas toujours facile de savoir. Il y a une appétence de plus en plus forte du public, hein, on Oui, va dire, pour la santé naturelle, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver, donc peut-être tu nous aiguilleras oui. là-dessus. Dans ton école et dans ton approche, il y a une notion importante, c'est l'aspect holistique, donc de prendre en compte la personne dans son ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette approche et en quoi c'est important de prendre en compte finalement tout l'écosystème au-delà de la personne, même autour d'elle? C'est ce qui est un peu transversal dans l'approche au Sénato, quelle que soit la formation que tu vas choisir chez nous. Mm. C'est que tu vas retrouver cette vision vraiment très globale de l'approche de la personne. Alors, quand on parle d'holisme ou d'approche globale de la personne, en général, on comprend très rapidement le principe de la psychosomatique et de la somatopsychique. Mm. En revanche, dans notre approche, ça va beaucoup plus loin. Ça parle aussi d'hygiène relationnelle, de sens qu'on met dans chaque action de sa vie, aussi bien que dans le choix de son métier, de lien avec son environnement au sens large, avec forcément une dimension écologique aussi. Et on porte en fait tout ce message-là. Et on essaye d'aller plus loin, c'est que finalement dans cette approche holistique, la cohérence est quelque chose qui est indispensable parce que c'est ce qui va permettre en fait à l'ensemble de tenir. Ouais. Donc le thérapeute, il considère l'individu dans sa globalité quand il reçoit un client, mais ce qui est important aussi, c'est que lui-même, dans son écosystème personnel, soit dans cette forme de cohérence holistique. À la Mm. fois, déjà dans la cohérence entre la vie personnelle et la vie professionnelle, parce qu'on est sur des métiers où on va dire que c'est plus difficile que dans d'autres de faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, même si on est tous en chemin,
et qu'on a tous des choses à améliorer dans sa vie, bah, le fait d'être en chemin est quelque chose qui est vraiment central dans nos métiers, en fait, de vraiment être dans cette cohérence-là. Et dans sa vie professionnelle aussi, à la fois dans l'approche du client, mais aussi dans sa façon de mener sa barque, de mener son entreprise. Donc, en fait, si tu veux, cette vision holistique, cette vision globale, elle est présente tout le temps dans chacun des gestes de nos vies, en fait, et pas uniquement dans l'intimité du cabinet. Alors, ce qui est intéressant dans cette approche aussi, ce que j'entends en tout cas, c'est que la personne, finalement, parce qu'on a tous des environnements différents, hein, on n'a pas l'environnement parfait. Moi, j'ai la chance de vivre sur la côte basse, donc c'est plutôt sympa au niveau environnement, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Et même dans mon environnement, j'ai aussi des contraintes. Tout le monde a des Ouais, contraintes. Et donc, on n'a pas tout ça, mais finalement, j'entends une espèce de responsabilisation ou de prendre un petit peu la place du conducteur, quoi, dans sa manière de mener un petit peu sa barque, quand on a cette approche-là, parce qu'on se rend compte que l'impact qu'on peut avoir sur l'autre, sur son environnement aussi, enfin, c'est pas que dans un sens, en fait, c'est pas l'environnement qui agit sur nous, mais si finalement aussi on a cette possibilité c'est ça, d'agir d'avoir un impact un peu comme un ricochet, quoi. c'est de, ça, c'est les deux, en fait. On interagit en permanence. Tous les plans interagissent les uns avec les autres. Donc, l'environnement a un impact sur toi, tu as un impact sur l'environnement. En fait, tout est interrelié en permanence. Et quand tu envisages même ta vie professionnelle de cette manière-là, bah, tu te rends compte que tu as toujours une action à poser, même si tu n'es pas expert en tout. Tu as toujours un pas à faire, tu as toujours quelque chose à améliorer pour aller de l'avant et surtout, tu portes ton projet. Et je pense que ça, c'est vraiment central, comme les gens portent aussi leur santé. Alors, ça n'empêche pas parfois d'être malade et d'avoir besoin d'un traitement, d'une opération, etc. Mais on garde une forme de responsabilisation par rapport à ce véhicule, qui est notre véhicule pour cette vie-là. Et du coup, il faut en prendre soin aussi. Eh ben, une entreprise, c'est pareil. Il faut prendre soin de son activité si on veut qu'elle soit florissante, quoi. c'est ça, on agit là où on peut agir, quoi. En gros, ou là où on C'est a du ça. pouvoir. Et on peut toujours agir quelque part. Par rapport à l'aspect professionnel, justement, Oui. c'est vrai qu'il peut y avoir des peurs. Il y a pas mal de peurs, hein. Il y a des gens, moi je le vois souvent, donc ils ont fait une formation, ils ont choisi une formation, ils sont professionnels et bons dans ce qu'ils font, leur cœur de métier. Puis après, il y a toutes sortes de peurs qui viennent. Ok, mais comment est-ce que je vais avoir la capacité de me lancer, je veux dire au niveau entrepreneurial, là pour le coup, de développer ma clientèle, etc. Comment finalement cette approche et la façon dont vous accompagnez dans l'école, vous arrivez à pas éliminer ces peurs, mais disons à jouer avec, quoi. Ouais, alors oui, les éliminer, tu as raison de le souligner. En fait, on ne peut pas. Et puis, je crois que c'est un peu le principe de l'entrepreneuriat, parce que nous, on forme essentiellement des entrepreneurs au final. Oui. Il y en a qui prennent une activité de salarié en sortant du Sénato, mais c'est pas la majorité. Or, Mm. la plupart des gens qui arrivent dans ces formations-là ne le font pas pour ça et n'intègrent pas forcément justement cette donnée. Ils viennent pour apprendre à devenir naturopathe, à devenir sophrologue. Ils Mm. viennent pas pour apprendre à être chef d'entreprise. Or, il va falloir qu'ils le deviennent quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'entrepreneuriat, il y a quand même quelque chose qui est très puissant, c'est la posture. C'est à partir du moment où tu es capable de visualiser l'objectif et que tu veux vraiment y aller, la moitié du chemin est déjà fait. Après, c'est de la technique et la technique, ça s'apprend. Alors, nous, en fait, comment est-ce qu'on s'y prend déjà? De façon transversale, tout au long de la formation, on remet toutes les compétences opérationnelles que nos stagiaires acquièrent dans la vision et la projection professionnelle. C'est qu'est-ce qu'on fait avec cette compétence? On n'est pas en stage de développement personnel, on apprend vraiment à projeter dans une activité professionnelle pour pouvoir se développer ensuite. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on propose pas mal d'expériences tout au long de la formation, qui sont des programmes, des masterclass diverses, qui vont permettre d'acquérir justement cette technicité dont on parlait. Mais on revient toujours dans tous les programmes à cette question de posture et d'objectif. À partir Ouais. du moment où tu es à ta juste place et tu sais pourquoi tu veux faire ça, en fait, le reste s'aligne. Mm. Et puis, faut savoir demander de l'aide aussi à des professionnels compétents qui vont te permettre de gagner du temps sur les choses que tu sais pas faire, hein. Donc, Ah, ouais, on leur apprend ça aussi. ouais, ouais. Et c'est vrai que la posture, moi je le vois, c'est souvent 80% du boulot, il est là, au-delà de l'aspect stratégie derrière et de toute la technique effectivement qui s'apprend et qui s'enseigne aussi. Ouais, par rapport à cette posture-là, le fait d'être entouré justement de personnes qui soient comme nous, enfin, c'est des personnes qui avancent dans le même sens, d'autres entrepreneurs,
Parce que Ouais. j'imagine vous faites des cohortes un peu comme moi je fais dans mon accompagnement, c'est Des promos, oui. des promos, voilà, des promos de personnes. Et du coup, ces personnes, elles avancent ensemble. Ça, moi, en tout cas, j'ai constaté que c'était un des facteurs de d'un coup faire sauter les barrières parce comme tout le monde avance dans le même bateau, il y a des gens qui vont peut-être avancer plus vite, mais du coup, ils tirent un petit peu le reste du groupe vers vers le haut. Et puis ceux qui sont un petit peu plus en retrait, ils ont du mal. Est-ce que toi, tu as pu constater ça? Est-ce que c'est un des leviers sur lequel vous jouez justement Ah oui. Le groupe, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour grandir, pour se questionner, pour aller plus vite, c'est évident. Et puis, ce qui est intéressant, je pense que tu fais le même constat dans tes accompagnements, c'est la diversité des profils. Ouais, Parce que les gens qui se forment au métier du bien-être aujourd'hui, c'est des reconversions professionnelles. Donc, c'est des gens qui viennent d'univers, mais à tout point de vue, hein, géographique, professionnel, socio-culturel, totalement différents. Et ouais, en fait, ça vient enrichir le groupe parce que c'est aussi le principe du biais cognitif, hein. Chacun va entendre certaines choses, les voir à sa manière. Et le fait que tout ça se soit partagé avec beaucoup de bienveillance parce que tout le monde avance dans le même sens et puis voilà, dans des métiers où on prend soin de l'autre, ça participe énormément à l'apprentissage et à la construction aussi de sa propre vision de soi, de sa vie de demain, de ses perspectives. C'est ouais. extraordinaire, la richesse du groupe. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que les parcours et souvent, il y a des gens qui peuvent avoir peur parfois d'être en concurrence avec d'autres personnes ou autres, mais en fait, quand on voit la richesse et la diversité C'est de ce ça. que les gens, qui ils sont à travers ce qu'ils ont fait, ou chaque personne finalement a ses singularités et sa façon même de voir les choses, de voir au-delà de Ah ouais, l'enseignement, c'est la ça. vie en général est hyper. Ouais, on attire à soi les clients qui sont les bons clients pour nous, en fait. Euh, Ouais, et chacun va acquérir des spécialités, hein, des expertises différentes, mais rien que la personnalité modifie la posture et ouais. attire des profils différents. Donc, je te rejoins tout à fait. Ouais. Comment tu vois un petit peu l'avenir, puisque tu es aussi dans la FNAT là, et que tu œuvres pour finalement la professionnalisation de la profession, de la santé, tout autour de la santé naturelle. Comment tu vois un petit peu l'avenir? Parce que d'un côté, il y a effectivement une grosse appétence, là, comme je disais au début, d'un public qui a de plus en plus envie. Enfin, moi, je vois autour de moi, il y a des gens qui n'étaient pas forcément ouverts à tout ce qui n'était pas allopathique et qui aujourd'hui devient, souffre totalement et a envie d'expérimenter des choses, de vivre, de trouver d'autres façons de faire ou des façons Ouais. complémentaires. Et puis d'un autre côté, on n'a pas forcément des signaux toujours positifs de est-ce que ça va se professionnaliser ou pas, enfin en tout cas se réglementer ou autre. Comment tu vois un petit peu les choses par rapport aux années à venir là, pour les gens qui ont envie de se lancer et qui se disent ok, est-ce que je fais le bon choix? Moi, je suis très positive sur ce sujet et je l'ai toujours été. Pourtant, comme tu le soulignes, les indicateurs sont pas toujours très clairs et très compréhensibles. Mais je suis très positive parce que, comme tu le soulignes, il y a quand même 71% des Français qui ont déjà fait appel à des pratiques de soins complémentaires. Donc, t'imagines, les deux tiers des Français sont allés voir, iront voir, vont voir régulièrement un professionnel de la santé naturelle. Donc le besoin, il est là et il est évident. Et puis quand on voit aujourd'hui l'état de santé des gens, hein, avec les pathologies chroniques qui explosent et voilà, avec des perspectives qui sont encore plus dramatiques d'ici une décennie à peu près, il y a besoin de notre action en termes de prévention primaire, en termes de gestion du stress, en termes de soins de support. Enfin, on est des acteurs aujourd'hui clairement incontournables. Maintenant, le problème, c'est que comme ce sont des professions qui ne sont pas réglementées en France, il y a un peu de tout et n'importe quoi, à commencer par les centres de formation, où tu vas trouver des écoles historiques comme le Sénato qui forment sérieusement depuis toujours. Pardon. Des cursus, des vrais cursus longs, parce que c'est vrai Voilà. qu'il y a des gens qui vont faire une formation en un week-end, ils ont fait une formation, ils se disent ah ça y est, je suis Ouais. quoi. Alors, tu as ça, et puis tu as, l'immense majorité au milieu, où, bon, c'est pas un week-end, donc ça fait un peu plus sérieux, mais on est très, très loin du minimum pour pouvoir voilà, travailler avec la santé des gens. Enfin, faut Ouais, quand même être raisonnable, même si, évidemment, nous, on a des limites. On ne guérit pas, on ne soigne pas. En attendant, on a des gens qui viennent nous voir, qui ont des traitements médicaux, qui sont malades, etc. Il faut être en capacité de comprendre, de ne pas être dangereux, de faire les bons choix, de savoir rediriger vers le bon professionnel de santé si besoin. Donc, en fait, le problème aujourd'hui, il est là. C'est tous ces acteurs qui viennent fausser les messages
image et faire penser qu'il y a des charlatans dans nos métiers, alors qu'en réalité, non. À partir du moment où on est bien formé, tout va bien. Alors pourquoi moi je suis très positive? Bah, le premier point, comme je te l'ai souligné, c'est parce qu'il y a de la demande, il y en a de plus en plus. Et la deuxième chose, c'est que bah, dès qu'on ouvre un peu nos œillères françaises et qu'on regarde ce qui se fait à l'étranger, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de pays qui réglementent ces métiers-là, à commencer par la naturopathie, et que ça ne cesse de s'ouvrir et que l'OMS est la première organisation à souhaiter une meilleure réglementation de nos métiers. Le Ouais. Parlement européen l'avait demandé déjà en 1997, donc il n'y a rien de récent là-dedans. Donc il y a un mouvement de toute façon qui est en marche et qui fera pas marche arrière parce que le monde en a besoin à la fois pour des raisons écologiques et aussi bien que pour des raisons de santé, quoi. Et oui, c'est vrai qu'il y a des pays. Là, il y a l'Allemagne, c'est ça ça fait un moment déjà, je pense Oui, qu'ils en Europe, il y a l'Allemagne, le Portugal et la Suisse qui ont déjà réglementé la naturopathie. donc là, j'imagine c'est un de tes chevaux de bataille Oui, d'œuvrer pour en ce sens-là, et je trouve ça génial parce qu'effectivement, il y a vraiment un besoin, et il y a vraiment, moi je ressens en tout cas l'élan de s'occuper de soi de manière naturelle et d'utiliser, enfin d'avoir toutes les ressources autour de moi aussi, l'environnement pour pouvoir œuvrer aussi, même pour le changement de la vision de la vie qu'on peut avoir, hein, pour œuvrer oui, dans son quartier, dans sa ville, dans sa région, dans son pays, etc. Si chacun fait sa petite contribution, apporte sa pierre à l'édifice pour qu'on on arrive à ouais, avoir une vision un peu plus intégrée de la santé, en prévention, etc. C'est génial. Alors toi, tu œuvres aussi dans les entreprises avec oui. ta comment ça s'appelle, le Naturophyte, c'est ça? Exactement, exactement. Ça, c'est une agence qui propose des prestations en entreprise depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est Ok, des conférences, des ateliers, des stands pour apporter justement euh, plus de santé naturelle dans un milieu où il y a bah, beaucoup de stress, beaucoup de pression. ouais. Et puis, bah, où typiquement, on trouve aussi une partie de la population qui s'est pas posé ces questions-là Hmm, et qui continue à penser, parce qu'on a tous un peu été éduqués de cette manière-là, que la performance en entreprise relève du travail intellectuel. Et ouais, Naturophyte est là pour rappeler que non, tout le corps participe en fait à la performance, ouais, comme tout le corps participe à l'équilibre. Et donc, que prendre soin de son alimentation, bouger suffisamment ou en tout cas essayer de lutter contre la sédentarité excessive, bien hmm, respirer, avoir des bons réflexes à tous les niveaux, et ben en fait, ça participe à un mieux-être, y compris en entreprise. Donc, on ouais, participe aussi à ça, ouais. Mm. ouais. Et vous intervenez, c'est auprès des équipes RH et tout ça pour enfin du public Oui, bah, souvent oui, les prescripteurs, ça va être les CSE, les RH, Hmm, voilà, les comités d'entreprise parfois, même si c'est un peu plus rare. ouais, Mais les bénéficiaires, alors là, par contre, c'est tous les secteurs d'activité et tous les interlocuteurs dans l'entreprise. Donc, on ouais, peut aussi bien intervenir dans une usine sur les bons gestes, les bonnes postures et puis une alimentation anti-inflammatoire, par exemple, ou comment gérer les 3-8, que au siège social d'une grande entreprise, que dans une ouais. PME où il y a plein de profils différents. Enfin, justement, on individualise en fonction de l'activité de chacun. Sans compter que au-delà de l'aspect qui est bah, évidemment essentiel et le cœur du sujet, c'est évidemment le bien-être des salariés. Mais du point de vue de l'entreprise, c'est aussi finalement peut-être une personne qui va rester plus longtemps, qui va être peut-être plus productive, entre guillemets, ou qui va peut-être être Et plus heureuse? plus heureuse, voilà, et être un peu plus une actrice ou un acteur un peu plus présent encore dans son entreprise, encore plus C'est impliqué, ça, quoi. exactement. Ouais, ouais, top, top. Donc ça fait une palette assez large, hein, d'accompagnement pour les personnes. Bah, ça montre que nos métiers s'appliquent à tout et encore, hein, il y a énormément de débouchés possibles dans ces métiers-là, mais ça montre qu'il y a besoin de nous partout, en fait, Ouais, pas c'est ça. uniquement dans des cabinets de consultation, Ouais, aussi sur le terrain, en entreprise, dans les écoles, enfin ça peut être... voilà. ouais, voilà. Alors sur l'aspect, on passe maintenant du côté la suite, hein, quand quelqu'un se lance. Donc Oui, il a fait l'école, la personne est formée, elle est motivée. On parlait de l'aspect holistique par rapport au métier, mais aussi au-delà pour prendre sa place. Comment finalement tu vois les choses par rapport à l'aspect communication, marketing, enfin tout ce que la personne va faire derrière, lancer son entreprise. bah, déjà, je pense, et je rappelle souvent aux stagiaires au Sénato, qu'il faut capitaliser sur les compétences de son ancienne vie.
Hmm. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui savent faire des choses. Il y en a qui savent faire des tableaux de gestion, il y en a qui savent concevoir un produit ou définir le bon prix, il y en a qui savent, qui sont graphistes, il y en a qui savent créer un site web, il y en a d'autres qui ont déjà une présence sur les réseaux sociaux. Enfin bref, la plupart d'entre eux ont déjà une compétence à un niveau ou à un autre qui va leur servir dans leur monde d'entrepreneur. Donc déjà, il faut prendre confiance là-dessus et se dire, j'ai des compétences que je vais mettre à profit. Hmm. Voilà, et une reconversion d'ailleurs en ça, c'est intéressant, ça reste une continuité même si on change complètement de métier. Après, c'est important de comprendre l'écosystème d'une entreprise dans son ensemble, et ça, on les forme pour ça, parce que c'est important de comprendre qu'il faut mettre en place une stratégie, avoir des outils de gestion, une stratégie marketing, de communication dans les grandes lignes. Et puis après, il faut aussi savoir se faire aider. Et moi, je crois beaucoup à ça. Il faut savoir se débarrasser des tâches les plus anxiogènes pour lesquelles on est peu compétent, voire pas compétent du tout. Et moi, je les invite à ça et je préfère essayer de lever la peur du je vais pas réussir à payer une agence, à payer, je sais pas moi, un coach, payer un comptable. Je préfère lever ces freins-là que de leur apprendre à faire ces métiers-là, que je maîtrise pas forcément très très bien moi-même non plus, quoi. Parce qu'on n'est pas là pour être bon partout. On est là pour savoir où mettre sa valeur ajoutée Hmm. et à quel moment sous-traiter ou se faire accompagner sur des tâches voilà, qui vont être anxiogènes et chronophages. Ouais, donc c'est renforcer sa zone de génie et ses compétences plutôt que d'aller là où on Exactement. n'est pas bon pour essayer de compenser quelque chose qui de toute façon va être très chronophage et pas Exactement. Et puis mener à l'échec parce que bah, quand on n'est pas bon et qu'on se confronte à là où on n'est pas bon, bah, c'est pas très valorisant et en général ça marche pas super bien quoi. C'est ça. Dans les gens que vous accompagnez derrière, en fait, enfin la plupart ils ont quel type de pratique en fait? C'est-à-dire ils sont naturopathes tout court, ils font d'autres choses. Enfin, c'est quoi le profil type finalement? Bah, ça dépend justement, c'est très varié. Moi, c'est ce que je trouve passionnant dans ces métiers-là. En naturopathie, mais on retrouve la même chose en sophrologie ou pour les conseillers en nutrition. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont une double casquette, par exemple. Je sais pas, je D'accord. peux te donner l'exemple d'un naturopathe qui va se former en hypnose ensuite, par la suite, et qui va Ok. se présenter potentiellement comme hypnothérapeute avec des outils de naturopathie, ou l'inverse, ou voire Hmm. avec les deux casquettes. Donc on a des gens qui ont vraiment une double compétence. Et puis, il y en a d'autres qui s'installent en tant que naturopathe, sachant qu'après, c'est le choix des débouchés qui est, encore une fois, très vaste. Ouais. Alors, beaucoup ont très envie de se lancer dans l'activité de cabinet, Ok. parce que c'est vrai que pédagogiquement aussi, c'est ce qu'on leur enseigne à l'école, en fait, au Sénato. Mais il y en a aussi beaucoup qui veulent retourner en entreprise parce qu'ils connaissent ce milieu-là et ils savent comment aider les gens dans ce contexte-là. Il y en a Hmm. qui vont vouloir faire des choses auprès des enfants, il y en a qui vont se spécialiser dans l'accompagnement de la femme ou dans les problèmes, je sais pas, du système nerveux. Enfin, c'est tellement vaste Ouais. comme possibilité que on va plutôt les inviter à la réflexion de Hmm. qui tu es, où est-ce que tu serais le meilleur ou la meilleure, et de quelle corde tu as besoin en plus du métier de base pour aller vers cette cible-là et répondre à leurs problématiques. Au niveau de la pratique, parce que bon, il y a une partie enseignement théorique et une partie pratique. Ouais. Je sais que la pratique fait partie énormément de votre cursus. Oui. Mais derrière, tu dirais qu'il faut à peu près, enfin, ça doit dépendre des gens évidemment et de leur investissement et de ce qu'ils font, mais pour qu'une personne soit vraiment formée, enfin, je veux dire, opérationnelle, tu dirais qu'il faut combien de temps Alors, ce qu'on constate quand même, c'est que ceux qui s'entraînent le plus pendant la formation sont les plus opérationnels à la sortie. Tu vois, par exemple, en sophrologie, on leur enseigne toutes les techniques de sophrologie. Tu peux aller en cours, bien réviser, faire un bon travail, on va dire, scolaire. Tu auras ton examen et peut-être même avec une excellente note. Mais la personne la plus opérationnelle, c'est celle qui, à côté, se sera énormément entraînée, aura proposé des séances à son entourage, en aura reçu, aura échangé sur son ressenti, etc. Donc, on reste quand même dans des métiers qui sont très opérationnels. Et donc, c'est plus on se met dans les conditions professionnelles, plus on est efficace. Donc, à ouais. ce titre-là, ils ont toutes les cartes en main pour être opérationnels à la sortie. Après, Hum, c'est combien de temps ils vont mettre pour avoir confiance en eux. Et ça, hum. bah, ça dépend énormément des gens, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Mm. Et ce que j'entends là, c'est aussi finalement l'esprit entrepreneurial, il commence dès le départ, puisque Ouais.
entreprendre, finalement, c'est proposer ce qu'on fait dès le départ, Ouais, c'est avoir cet élan-là. Donc, ça demande un c'est petit peu ça. de sortir de sa zone de confort, En d'élargir permanence. en permanence. Ouais. Ouais. Toi, tu as fait une école de commerce, c'est ça? Oui, Donc, tu as cet esprit-là que tu insuffles, qu'on voit pas toujours d'ailleurs dans les écoles euh, oui. Alors, oui, oui, j'ai fait une école de commerce, mais je pense surtout que j'ai un esprit très entrepreneur, parce qu'on peut sortir d'une école de commerce et faire de la finance ou du oui, ça, marketing et puis être salarié toute sa vie. ouais. Moi, je suis vraiment très entrepreneur dans l'âme, dans le fonctionnement au quotidien, quoi. Mm, Donc ça, j'essaye vraiment de l'insuffler dans le fonctionnement du Sénato, mm, qui finalement est une petite structure, mais très agile, on va dire, mm, et puis où chacun peut se révéler, peut travailler à sa manière, peut proposer des choses. Au sein de l'équipe, il y a vraiment cette autonomie qui est en permanence enrichie et en tout cas soutenue. mm, Et c'est ce que j'essaye aussi de faire passer comme message aux stagiaires. Euh, voilà, c'est de mettre de la joie et de l'enthousiasme mm. à la place des peurs. Ouais. Parce que c'est finalement ça la grosse différence entre quelqu'un qui se sent entrepreneur et quelqu'un qui ne se sent pas entrepreneur. C'est qu'il y en a un qui va mettre de la joie et puis on verra bien. On fait le saut de l'ange et puis on verra comment on se rattrape. Et l'autre qui est pétrifié sur le côté et qui n'ose pas faire le premier pas. Voilà, bah en Ouais. fait, c'est vraiment cet élan-là que j'essaye de leur transmettre. Génial. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée de mettre le projecteur plutôt sur les personnes qu'on va accompagner que sur soi, parce que souvent, quand on regarde trop le nombril, c'est là où on Ouais, a des peurs qui remontent, en fait. c'est Alors que vrai. quand on est finalement dans sa mission ou dans ce qu'on a envie de transmettre ou dans ce qu'on a envie de Ouais, euh, t'as tout à fait raison. vivre avec, enfin, de faire vivre ou de servir, en tout cas, le côté service, quoi. C'est vrai que ça change pas mal la donne. Ok, est-ce que tu aurais envie de partager, voilà, quelqu'un qui se pose des questions, qui a envie de, peut-être en réflexion de reconversion, qui hésite, enfin, qui sait pas trop s'il va faire, déjà, il peut hésiter entre différents métiers, hein, naturopathe ou autre, et après, il peut hésiter sur aussi le type d'école qu'il a envie de rejoindre. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de partager par rapport à ces personnes qui ont envie de se lancer, en fait? Bah, il y a quand même un travail de comparaison à faire, hein, à la fois des métiers et en même temps des écoles. Ça, je pense que c'est très important, c'est même indispensable d'aller regarder ce qui se fait, qui fait quoi, comment, parce que chaque école a vraiment sa couleur et chaque métier est vraiment différent. Ce qui est intéressant quand on se dit, je voudrais vraiment travailler dans la santé naturelle, mais je ne sais pas forcément quel métier choisir, faut aller consulter ces différents professionnels pour se faire une idée, en fait, de ce qu'ils apportent dans la vie des gens, de la posture qu'ils adoptent, des questions qu'ils posent, de la manière avec quoi on ressort. Est-ce que ça correspond à un soin, une conversation, des conseils, comment c'est pratiqué, quel est le cadre, etc. Ça me semble très important. Venir se former en naturopathie quand on n'a jamais croisé un naturopathe de toute sa vie, c'est prendre le risque de partir sur un malentendu des contours du métier et de ce à quoi il correspond et de ce à quoi il ne correspond pas. Ça, c'est la première chose. Et puis après, comparer les écoles, c'est très important parce que chaque école, c'est comme chaque thérapeute, a sa propre couleur. Donc évidemment, il y a des écoles sérieuses et il y en a qui ne le sont pas. Ça, c'est un état de fait. Mais parmi les écoles sérieuses, il y en a quand même un certain nombre. Et elles sont différentes. Alors évidemment, on va retrouver un socle commun d'enseignement parce que c'est le même métier, mais l'esprit à l'intérieur n'est pas le même, la couleur n'est pas la même, et c'est important de se sentir appelé en fait vers une organisation qui va bah, vous former à un métier qui sera le reste de votre vie peut-être. Donc il faut vraiment se sentir en phase. Alors il y a un truc qu'on propose tous, hein, c'est les réunions d'information. Alors ça, les Oui. réunions d'information en visio, eh ben, moi je conseille à tout le monde d'en faire un maximum auprès d'un maximum d'écoles. Parce que là, sur une réunion d'information, c'est pas comme sur un site internet ou même sur un post sur un réseau social, on peut moins mentir parce qu'on est là, on se présente, on est tel qu'on est. Et donc, bah, on montre un peu une partie de l'équipe, la couleur, c'est une façon de présenter les choses qui va faire que voilà, tu vas te sentir appelé ou pas par cette école, par cette équipe. Voilà. Donc, ça, c'est les deux principaux euh, conseils que je donnerais. Et le dernier, c'est faut y aller, quoi. Faut passer les voir, quoi. Faut les rencontrer en vrai. Ça, c'est encore une autre étape. Mais bon, dans les métiers du bien-être, en tout cas en naturopathie, en sophrologie, ça c'est sûr, il y a forcément des locaux et du présentiel à un moment donné. Donc, il faut aller les voir, les gens. Et ça fait la différence aussi parce qu'on ressent en fait l'âme
l'âme Mm. de l'endroit, l'âme de l'équipe, quoi. Voilà. Voilà. Donc l'énergie du lieu et des personnes, c'est Bah super oui, important. Sinon, elle ouais, peut... exactement. Ou au moins un appel téléphonique, ou enfin, mais quelque chose, faut remettre de l'humain à l'heure de l'IA conversationnelle, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Et alors justement, est-ce que donc à travers la FNAT, on retrouve une liste d'écoles sérieuses entre guillemets? Oui, Ouais, c'est oui, ça, oui, ça. oui, il y a dans les fédérations, les différentes fédérations, alors plus largement le paysage en France, c'est 6 organisations qui sont regroupées autour du nom le collectif naturopathie. C'est Ok. d'ailleurs avec ce collectif qu'on travaille à la réglementation du métier, à la rédaction d'une norme AFNOR. Mhm. Donc, c'est tout ce collectif en ce qui concerne la naturopathie qui est intéressant d'aller regarder. Donc, il y a les écoles de la FNAT, mais aussi les écoles des autres. C'est quand même intéressant. Pour la sophrologie, c'est la SFS, c'est la Société française de sophrologie, qui est la plus ancienne fédération de sophrologie en France. Donc, D'accord. moi, en tout cas, j'invite à aller regarder en priorité ces écoles-là, mais il n'y a pas qu'elles non plus. Donc, il faut savoir vraiment ouvrir et benchmarker large pour s'y retrouver, quoi. Ok. Et pour finir, j'aimerais te poser une question. Est-ce que donc toi, si tu devais donner en quelques mots là ton ce qui t'anime dans tout ça et pourquoi tu fais tout ça en fait, t'as envie de dire quoi? Le sens. Ouais. C'est vraiment le sens et la volonté d'être utile. Je pense qu'on a tous envie de mettre une petite pierre à l'édifice dans notre vie professionnelle, en tout cas à minima, dans notre vie personnelle aussi, mais c'est autre chose. Et je pense que c'est d'abord ça, c'est vouloir me rendre utile et mettre du sens. Et Hmm. aujourd'hui, quand on voit l'état du monde actuel, où plus on va vers le progrès, plus on détruit notre environnement de vie, plus, enfin voilà, on marche complètement sur la tête. Bah, j'ai envie de me rendre utile de cette manière-là en me disant, mais non, il faut absolument remettre du bon sens, remettre du naturel, remettre du respect de soi, de l'autre, de l'environnement pour le monde de demain. Et Hmm. aujourd'hui, on entend souvent hein, les gens qui disent, mais on va laisser une planète comme ci, comme ça à nos enfants. Ben moi, j'ai envie d'être actrice d'autre chose. Oui, le mal est fait pour un certain nombre de choses, mais je suis résolument optimiste dans la vie d'une manière générale. Et il y a toujours quelque chose à faire. Mais et voilà, j'ai pas envie d'être dans mon canapé à regarder les infos et à dire c'est horrible, c'est affreux. J'ai envie d'être acteur et de faire quelque chose qui soit utile. Voilà, c'est peut-être une goutte d'eau dans la mer, mais au moins j'aurais mis cette goutte d'eau-là. Et c'est vraiment ça qui me fait me lever le matin et infatigablement essayer d'aller vers plus de naturel dans la vie des gens, quoi. Ouais, j'ai bien aimé, j'ai regardé quelques vidéos que tu avais postées sur ton compte, sur votre compte Instagram. Et j'aime bien justement la notion de bon sens que tu mets derrière certains messages que tu as partagés parce que ça, c'est vrai on peut parfois se dire bah, je vais faire des choses pour ma santé, mais d'un autre côté, on fait des choses complètement Contre à nature. l'opposé. Et tu soulignais certaines choses que je trouvais intéressantes sur la façon dont on peut parfois agir et retrouver du bon sens. C'est vrai que c'est se remettre. Je sais pas, le bon sens n'est pas si commun. Enfin, en anglais, ça marche mieux. Hein. Common sense is not so common. En français, ça marche aussi. On le retrouve pas toujours dans nos actions. Donc, Ouais, bah, tout à fait. Mais après, c'est aussi une question d'environnement, d'éducation. Enfin, voilà, quand dès tout petit, on se retrouve à être toute la journée assis sur une chaise devant une table, bah, en fait, on est conditionné tout petit à un âge où le mouvement est primordial, ne serait-ce que pour le développement cognitif de l'enfant. Donc, il y a des efforts hein, qui sont faits quand même dans ce sens-là, mais c'est largement insuffisant. Et en fait, tout est comme ça. Donc, le bon sens, on l'a un peu perdu. Après, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que le bon sens, c'est la base, c'est vraiment fondamental, mais parfois ça ne suffit pas. Tout n'est pas du ressort du bon sens pour être en bonne santé, donc parfois il faut savoir être accompagné. Mais il y a énormément de choses assez simples à mettre en place, effectivement, rien qu'en se disant, mais qu'est-ce qui est logique pour mon corps, quoi? Tiens, il fait nuit, je devrais dormir. Voilà, des trucs vraiment assez basiques et qui fonctionnent très bien. ben, merci beaucoup, Aude. C'était un Merci plaisir Cécile. d'échanger avec toi. On mettra toutes les coordonnées dans la description de la vidéo pour retrouver le Sénato et les réunions d'information, etc. À très bientôt. À très bientôt.